Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui qui va traiter de la structure ou de la structuration du geste, donc du swing. Et la première question qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est pourquoi une structuration du geste? Eh bien, pour une raison très simple, c'est parce que vous savez parfaitement qu'un joueur tout débutant, à qui on donne un club en posant une balle au sol et en lui fixant un objectif et à qui on dit vas-y envoie la balle vers l'objectif, eh bien va le faire de façon intuitive et que cette intuition ne suffira pas à provoquer ou en tout cas à donner un résultat acceptable. Ça signifie en fait que on ne peut pas se reposer sur notre côté intuitif, sur ce que nous avons envie de faire spontanément. Non, nous sommes obligés, parce qu'il s'agit d'un mouvement, le swing de golf, d'un mouvement qui est complexe, nous sommes obligés de créer une chronologie et de définir véritablement quels sont les éléments du corps que l'on va mettre en mouvement, et la chronologie, bien sûr, dans laquelle on va le faire. À partir du moment où je comprends que je ne peux pas me comporter de façon animale, donc totalement instinctive pour prendre ce club et envoyer cette balle, il faut que je commence à réfléchir sur quels sont les moyens que mon corps utilise pour mettre un club en mouvement, lui faire un geste de préparation et puis ensuite de ce geste de préparation revenir jusqu'à la frappe de la balle pour envoyer celle-ci. De toute évidence, dans un mouvement de golf, les éléments qui vont être mis en œuvre sont la main, oui, ou plus précisément, si on est véritablement plus précis, le poignet, c'est-à-dire que ce qu'on appelle au golf l'action des mains, c'est l'action des poignets. Le bras, qui également a une action, je dirais, indépendante du reste du corps, est essentielle. En tout cas, elle a des qualités dont on va avoir besoin. Mes épaules, pourquoi? Parce que mes épaules ont une capacité à tourner, et que donc je vais avoir besoin de cette capacité de rotation pour générer de la puissance, notamment en tournant mon corps de façon à faire dos à cette balle, afin de revenir face à elle et la percuter. Et pour libérer cette action des épaules dont on vient de parler, j'ai un quatrième élément, à savoir mes hanches. Oui, mes hanches qui, elles, en tournant, vont favoriser la rotation des épaules, vont lui permettre d'aller plus loin, oui, et ce sera donc mon quatrième élément. Alors, les jambes, me direz-vous, sont également des éléments qui vont jouer. Mais plutôt que de disséquer l'action des jambes très précisément, il suffit de voir quel est le résultat de l'action des jambes, et lui, il se traduit dans quoi? Eh bien, dans l'action de vos hanches. Donc, le joueur, fort de cela, se dit, j'ai 4 éléments à mettre en mouvement, mes mains, mes bras, mes épaules et mes hanches. J'ai une idée qui est de partir d'un point de départ où mon club est orienté vers l'objectif, et le but pour moi va être de le ramener à l'impact dans ce même positionnement, c'est-à-dire qu'il revienne exactement comme il est parti. Et pour y arriver, j'ai 4 éléments que je vais devoir mettre en mouvement, l'un à la suite des autres. Première question qui se pose, bien sûr, c'est quelle va être cette chronologie? Oui. Quel élément va partir en premier? Lequel va suivre? Lequel va venir en 3e position? Et lequel va venir en dernier? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors ça n'est pas bien sorcier, à partir du moment où j'ai une position, j'ai bien dit quelle qu'elle soit pour l'instant, une position devant la balle qui me permet, je dirais globalement, d'espérer envoyer ma balle vers un objectif. À partir du moment où le club est donc l'outil que je veux mettre en mouvement, la chronologie de la mise en mouvement des éléments du corps qui va suivre me paraît relativement simple, à savoir quel est l'élément qui est en tout premier lieu en contact avec l'outil, donc le club, c'est la main. Oui, donc élément numéro 1, ce sera quoi? Le poignet et la main. Élément numéro 2, qu'est-ce que ce sera? En toute logique, à la suite de mes mains, qu'est-ce que j'ai? J'ai des bras. Je remonte la chaîne. Élément numéro 2, ce sont mes bras. Troisième élément, en toute logique, quand mes bras se terminent, ou en tout cas quand ils reviennent au corps, ils sont soudés au corps par quoi? Par mes épaules. Élément numéro 3. Puis ensuite, mes épaules, comme je ne peux pas m'échapper vers le ciel, mes épaules, elles, vers quelle chaîne musculaire est-ce qu'elles sont connectées? Eh bien, directement, c'est les hanches, ce sont les hanches. Donc, élément numéro 4, les hanches.
La logique, donc simplement une logique cartésienne, fait que si je numérote ces éléments, je me retrouve avec un élément ici qui est 1, un deuxième qui est 2, un troisième qui est 3 et un dernier qui est 4. Une fois de plus, de façon logique, pas besoin de sortir de la cuisse de Jupiter. Si je pars d'une position à l'adresse qui est la position, donc une position de départ qui est la position que je veux retrouver au moment de l'impact, l'enchaînement logique pour moi est de créer une mise en mouvement du club qui va définir une séquence qui va être 1, 2, 3, 4, puis une séquence inverse qui va être 4, 3, 2, 1. Je me retrouve dans ce cas-là dans mon point de départ et j'ai toutes les chances à ce moment-là à ce que mon point d'arrivée à l'impact soit le même que celui que j'avais au tout démarrage. Ici, je suis en position de départ. Élément numéro 1, je le mets en mouvement. Numéro 1. Le MOOC Club a permis à mon club de se dégager du sol et il a créé, en mettant le club en mouvement, une ouverture de ma phase de club. Le travail de l'élément numéro 1 est terminé, donc je n'y touche plus. À partir de là, maintenant, la séquence suivante va être la mise en mouvement de l'élément numéro 2. Élément numéro 2, il se met en mouvement. Là, je suis arrivé au maximum de mouvement pour moi de l'élément numéro 2 sans trop toucher encore à l'élément numéro 3, c'est-à-dire à mes épaules. Mon club ici se retrouve à 90 degrés par rapport à mon bras gauche. Oui. Et cette fois-ci, eh bien, la traction que j'ai opérée va inciter le numéro 3 à se mettre en mouvement. Ça y est, le 3 se met en mouvement, et en se mettant en mouvement, parce que intrinsèquement, les épaules ont une capacité de rotation de 15 degrés, à partir du moment où je les mets en rotation, elles vont inciter l'élément numéro 4 à suivre, et donc mes hanches vont venir pivoter de 45 degrés. On recommence, 1, 2 mes bras, 3 qui incitent mes épaules à tourner, qui pour aller au bout de leur rotation implique une rotation de l'élément numéro 4. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Je suis parti d'un point de départ qui était juste pour arriver à un point au sommet de la montée qui est complètement logique. À partir de ma position de sommet de backswing, donc de sommet de préparation, la logique de retour va être tout aussi simple. C'est-à-dire que donc j'ai activé mon club 1, 2, 3 et 4. Et ici, en fait, il va falloir que tout simplement, je refasse jouer 4 pour qu'il réintègre sa position initiale. Donc mes hanches vont revenir. En revenant, elles incitent mes épaules ici à revenir également se placer. Donc 4 entraîne 3, qui 3 à ce moment-là entraîne 2, et qui 2, une fois arrivé dans sa position initiale, va libérer 1 qui va me permettre de reprendre la balle à l'impact exactement dans la position que j'avais à l'adresse. Dans cette structure de geste, j'ai bien respecté, je dirais, l'idée la plus simple possible, qui était de partir d'une position à l'adresse qui soit orientée vers l'objectif, ou dans laquelle, pardon, mon club est orienté vers l'objectif, me saisir de l'élément numéro 1 qui tient le club pour le mettre en mouvement, l'élément numéro 1 a entraîné 2, qui a entraîné 3, qui a entraîné 4. Une fois arrivé là-haut, 4 est reparti en premier pour entraîner 3, qui a entraîné 2 et qui a libéré 1. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Qu'on le veuille ou non, il s'agit là de la séquence la plus logique et donc la plus simple que l'on peut utiliser afin d'envoyer une balle vers un objectif. Alors, on a envie de se dire, mais à qui est destinée cette structure de geste? Eh bien moi je dirais principalement aux débutants. Aux débutants parce que justement c'est quelque chose de très simple, de très logique. C'est destiné aux débutants, mais ce n'est pas une raison pour que les joueurs aguerris, les joueurs confirmés, les champions entre guillemets, ne soient pas capables de le faire aussi quand ils en ont besoin. Car pour des raisons diverses que nous allons aborder ultérieurement, eh bien ce swing 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 est utile pour certains coups. Même pour les joueurs qui ont délaissé
cette structure de geste pour aller vers une autre structure de geste, peut-être un petit peu plus compliquée, mais plus performante sur certains domaines. Toujours est-il que nous notons plusieurs points dans cette démarche 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. On va tout de suite essayer de les étudier un petit peu plus en détail. Tout d'abord, la première séquence, la mise en mouvement du 1. À partir du moment où je mets 1 en mouvement, je me rends compte que mon club tout de suite s'arrache très vite du sol. Il parcourt déjà un arc de cercle, un quart de cercle pour être précis, mais celui-ci n'a pas une grande amplitude. On sait par ailleurs que l'amplitude est un générateur de puissance. Donc activer 1 très tôt dans le geste ne sera pas générateur de puissance. Peu importe pour le débutant, parce que par contre, ce qui est vrai, c'est que activer 1 très tôt dans le geste est générateur d'un angle d'attaque qui est vertical. Et ça, c'est générateur de quoi? De hauteur de balle. Un joueur qui est au début de sa carrière de golfeur a besoin de sentir rapidement que l'action de ses mains est un élément fondamental pour augmenter la hauteur de ses balles rapidement. Élément numéro 2 maintenant, donc le bras. Mettre le 2 en mouvement sans activer le 3, eh bien je dirais que ça lui donne une grande régularité dans son déplacement, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça ne crée pas beaucoup d'amplitude. Là encore, je me retrouve confronté au problème d'un manque d'amplitude qui donc, quelque part, amènera un manque de puissance. Ouais. Mais peu importe, car une fois de plus, le joueur débutant notamment, ou le joueur en haut de classement, a besoin de sécuriser le placement de ses bras, et utiliser 2 uniquement pour le faire est une très bonne méthode. Qu'en est-il de 3 maintenant, mes épaules? Eh bien, dans cette méthode 1, 2, 3, 4, 3 est un élément que je ressens assez facilement. Ouais. Je ressens bien que, effectivement, après mes bras, ce sont mes épaules qui prennent la suite, hein, ce qui est une chose intéressante. Par contre, ce qui est certain, c'est que, quelque part, ce point est intéressant, mais il est piégeux. Pourquoi? Parce que si je ne réalise pas que très vite, lorsque je fais venir 3, il me faut libérer 4, eh bien je risque de créer des bascules, des efforts du haut du dos, hein, qui malheureusement entraîneront des compensations. Et c'est parce que 3 a été dissocié de 4 beaucoup trop longtemps que la plupart des joueurs actuels sont des slicers, des gens qui coupent la balle en lui imprimant une trajectoire de gauche à droite. Là encore, ce qu'il faut, c'est pour le débutant qui adopte cette position 1, 2, 3, cette structure 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, c'est comprendre que le relâchement quand il est devant la balle doit être aussi important que possible, son relâchement propre, son relâchement musculaire, afin que dès que 2 a terminé son travail et que 3 se met en mouvement, il sente que la rotation de 3 doit tout de suite s'accompagner de celle de 4. À partir du moment où il définit bien l'action de chacune de ces séances, oui, il est absolument en mesure de reproduire la séance inverse pour réaboutir à un résultat juste, c'est-à-dire ramener la canne exactement dans sa position initiale. Cette structure reste donc celle que je propose véritablement à tous les très jeunes joueurs, les débutants, mais tout en demandant aussi, et c'est là où quelque part le golf est universel, aux meilleurs joueurs d'être capables de reproduire à volonté le schéma donc de base, le schéma enfantin qui est le 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. J'ai très bien connu un pro français, Alain Quibeuf pour ne pas le citer, qui était adepte de cette méthode. Alain était un redoutable adversaire, véritablement, parce qu'il avait tellement simplifié et intégré le 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, que c'était une véritable machine à taper la balle, qu'il ne ratait jamais un coup, et avait des trajectoires en draw notamment qui étaient absolument sublimes. Donc ça n'est pas réservé qu'aux débutants, hein, c'est une logique plus générale vers laquelle je vous propose de vous pencher pour certains et de vous repencher pour d'autres, hein, car il est important de la maîtriser. Alors bien sûr, vous me direz, il existe des façons plus performantes qui vont être plus compétitives de frapper une balle de golf, et vous avez raison. Hein, c'est-à-dire que pour favoriser des éléments tels que l'amplitude dont nous avons parlé tout à l'heure, également pour utiliser au mieux les phénomènes de rotation, les phénomènes de compression,
de transmettre l'angle d'attaque un petit peu moins par l'action justement des bras, donc des éléments verticaux, mais un petit peu plus en jouant sur d'autres éléments. Il existe effectivement, en tout cas au moins, une autre façon d'approcher le swing. Ça n'est pas celle que je vais vous décrire aujourd'hui, par contre c'est celle que je vous décrirai dans le prochain épisode qui compose cette vidéo sur la structure du swing. Pour l'instant, je voudrais simplement que, eh bien, on essaye de mettre ça à nouveau sur le tapis, qu'on se repenche sur les bienfaits et la simplification qu'amène un concept de swing 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, car a priori, nous avons tous à y gagner, que l'on soit jeune joueur ou que l'on soit déjà presque champion. Cet épisode de 100% swing sur la structure du geste, donc cet épisode 1 sur la structure du geste est dorénavant terminé. Je vous souhaite une bonne lecture et je vous dis à très bientôt sur avigolf.com et bon golf à vous d'ici là.